Bonjour à tous, alors non, ce n'est pas un nouvel épisode, c'est un vieil épisode qu'on a été obligé de ré-uploader pour la simple et bonne raison que on a été interdit de diffusion pour des questions de droit d'auteur. On l'avait dit dans la vidéo des 1000 abonnés, nos vidéos démonétisées pour des questions de droit d'auteur, on s'en fout. Par contre, les vidéos qui sont interdites de diffusion à cause des droits d'auteur, là par contre ça fait chier. Parce qu'encore qu'on touche pas l'argent, c'est pas grave, mais par contre que personne ne puisse voir les vidéos, ça nous entrave énormément. Donc on a été obligé d'enlever certaines choses ou de modifier et de le remettre en ligne. Donc étant donné qu'on a une arrivée massive de gens qui l'ont certainement pas vu, ça va vous faire une vidéo à découvrir. Pour les autres, vous allez la redécouvrir. Ne vous étonnez pas si vous constatez une grosse différence de technique, c'est tout à fait normal, hein. C'est un épisode qui doit avoir facilement plus de 3 ans, peut-être même pas loin de 4. Donc les incrustations sont pas toujours bonnes, le son est vraiment cracra, même si j'ai essayé de le modifier. Et puis au niveau des textes et de l'écriture, c'était pas encore vraiment au point. Voilà. Donc on le réupload pour que vous puissiez le revoir ou le découvrir. Et j'espère que vous allez bien en profiter. Chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Flo, c'est moi là que vous voyez devant la vidéothèque. Et j'ai une histoire à vous raconter. Alors oui, je sais, qui n'a pas une histoire à raconter? Mais personne n'a une histoire aussi singulière que la mienne. Non, personne. Tout a commencé un soir de Noël alors que je cherchais un film à regarder. Salut à tous, ce mois-ci on va parler d'un grand classique de Noël, un film avec des petites boules de poils qui deviennent des vraies saloperies insupportables, Les Gremlins. Gremlins c'est une comédie horrifique américaine sortie le 8 juin 1984 aux États-Unis, ce qui pour un film de Noël est vachement bien pensé, hein. C'est comme si La Plage était sortie en hiver. Eh ben merde, alors il n'y a plus de saison. Enfin en tout cas en France, il est sorti le 5 décembre 1984, et là pour le coup ça colle bien avec Noël. Et si jamais vous vous posez la question, les Gremlins sont une invention des pilotes de la Royal Air Force, qui pendant la Seconde Guerre mondiale attribuaient les avaries de leurs avions à la malveillance des Gremlins. Un genre de petit lutin qui détruit tout et n'importe quoi. Harry, notre avion n'a plus de moteur. Sûrement la faute des Gremlins, John. Of course. D'ailleurs l'écrivain Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie, a même écrit un roman intitulé Les Gremlins en 1943 qui s'inspire de son expérience de la guerre. Il proposa à Disney d'en faire une fiction, mais l'idée fut abandonnée pour cause de guerre. Et sachez d'ailleurs que les Gremlins sont déjà apparus dans d'autres œuvres, comme par exemple la série La 4ème dimension, ou encore le film La 4ème dimension qui a été réalisé par Steven Spielberg, Joe Dante, John Landis et George Miller. Le film dont on va parler aujourd'hui a été réalisé par Joe Dante, et je vais faire un petit arrêt sur lui parce que Joe Dante est un réalisateur à connaître. Joe Dante a débuté à la New World Pictures, une société de production indépendante cofondée par Roger Corman, le mec qui est responsable de ça, je vous le rappelle, et qui a vu débuter bon nombre de réalisateurs qui sont aujourd'hui des monuments du 7e art. Et tout ça, on le verra dans un épisode spécial Roger Corman. Cela dit, Joe Dante est plus qu'un réalisateur, c'est un cinéaste. Alors messieurs, d'après vous, qu'est-ce qui différencie un réalisateur d'un cinéaste? Alors ça. Attendez, celle-là, Alors moi je vais te dire mon gars. Oui, écoute. Un réalisateur c'est un mec. Tu lui files un scénar. Eh ben il te fait un film. Ouais. Ah, ah ça. Ah, ça, il sait faire. Ah ça. Ah là. Il fait que ça. Bah oui. Il fait que ça. Non, ouais. Mais alors par contre, un cinéaste, c'est un mec, tu lui files un scénar. Eh ben il te fait un film. C'est un cinéaste. Mais c'est un cinéaste. Bon. Ah oui. Un cinéaste. C'est clair, c'est limpide. Ça me paraît clair, non? Non, concrètement, le terme a été utilisé pour parler des réalisateurs non commerciaux. Mais il désigne aussi un réalisateur qui a une patte, un style, un fil conducteur qu'on retrouve à travers tous ses films. Par exemple, on retrouve très souvent le concept de la famille et de l'enfance dans les films de Steven Spielberg. Et l'évolution, la manipulation et la destruction des corps humains dans l'œuvre de David Cronenberg. Et dans le cas de Joe Dante, on retrouve une critique incisive de la société et des dérives de l'être humain lorsqu'il est question de profit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans Gremlins 2 et dans Small Soldiers. Deux films qu'il a réalisés bien plus tard,
et qui ont été plus ou moins bien accueillis par le public et la critique. Ah non, sérieux les mecs Non allez, déconnez pas, remettez... Bon ok, je parle plus que du film, d'accord? Bon, c'est bon là? Allez, on se mate les Gremlins. L'histoire commence à Chinatown où Rand Pelzer, un inventeur, cherche un cadeau de Noël pour son fils. Il va alors se retrouver dans la boutique d'un vieux chinois où il trouve une petite bestiole, un mogwai. Il veut l'acheter, mais le vieux refuse. Alors on peut savoir pourquoi il est dans ton magasin? Bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous prendre le collier qu'elle a, s'il vous plaît? Non, pas vraiment. Ah, bah la théière alors? Pas vraiment non plus. Les grands placements? Non. Le pot de fleurs là? Non. Le manteau? Non. Est-ce que je peux... Non. Je peux prendre un moment? Non. Par contre, je vois ma clé où là? Bon, au final, il arrive quand même à l'avoir, et le petit-fils du vendeur l'avertit. Il y a 3 règles que vous devez suivre. Ne l'exposez pas à la lumière. Tenez-le éloigné de l'eau. Mais la règle la plus importante, même s'il pleure, même s'il vous supplie, ne jamais lui donner à manger après minuit. Et règle numéro 1 dans ce genre de film, quand il y a des règles, c'est qu'elles vont être transgressées. On découvre ensuite la petite ville de Kingston Falls, une ville tranquille avec son commentateur radio qui a volé le logo d'Indiana Jones, son vétéran raciste, son jeune cadre dynamique tête à claque, sa vieille mégère avide de pognon et Billy, le fils de Ron, un fringant jeune homme qui taffe dans une banque et qui rêve de sortir avec Kate. Et le soir venu, Ron offre à Billy son cadeau. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Oh, il est trop mignon. Non mais ça va, c'est une peluche. Et si jamais certains d'entre vous se demandent d'où vient la boîte dans laquelle iRock donne le bouclier d'énergie à Sorrento dans Ready Player One, eh ben cherchez pas plus loin, elle vient de Gremlins. Donc, Ron explique à Billy qu'il a baptisé la petite boule de poil Gizmo, et il lui explique pour les 3 règles. Et évidemment... Ah bravo, tu as fait du joli. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah rien de spécial, juste de l'eau. Juste de l'eau? C'est pas une des 3 règles à tout hasard? Et les voilà avec 5 nouveaux mogwai qui, en plus d'être radicalement différents de Gizmo, sont menés par un chef qui porte une crête sur la tête. Ces petits salopards crachent, rôtent, pendent le chien avec des guirlandes et trafiquent le réveil de Billy pour qu'il les nourrisse après minuit. Donc le lendemain, Billy et sa mère se rendent compte que les mogwai ont bien changé puisqu'ils ont fait des... Chrysalide. Un état de chrysalide. Ah oui, voilà, je cherchais. Pourquoi il en a un, lui? Ah mais oui, parce que Billy en a ramené un au prof de biologie de l'école du coin pour en savoir un petit peu plus sur eux. Et ce con a pas trouvé mieux à faire que de le mouiller pour en avoir encore un autre. Et puis bah comme il a laissé à manger à sa portée après minuit, bah il s'est transformé lui aussi. Et une fois devenu un gremlin vachement furax de s'être fait piquer au bras, il a pété la tronche du prof. Ah mais c'est le rêve de tous les collégiens ça. Par contre bravo, hein, le premier mort est un black. C'est bien de changer les habitudes. En découvrant ça, Billy essaye de prévenir sa mère, mais de son côté elle a fort à faire. Les gâteaux vont avoir un goût dégueulasse. Maman Pelzer tue 3 gremlins dans la cuisine et essaye d'aller buter les 2 autres dans le salon. Seulement, ça sent le sapin. Et un marionnettiste dans le champ, un. Mais heureusement, Billy les boules. De Noël. Maman, ça va? Ah, le crépitement d'une tête dans la cheminée. C'est ça, Noël. Ensuite, Billy course la mèche qui s'est réfugié dans une piscine municipale quand il a vu tous ses potes mourir. Par contre, j'ai une question. La neige, c'est de l'eau qui se cristallise. Du coup, si le gremlin s'y marche dedans, avec la chaleur de son corps, il fait fondre la neige. Du coup, il est mouillé. Du coup, il se multiplie. Non? J'adore la tête de Gizmo à ce moment-là. Il est trop mignon. Oh, mais ça va, non. Bon, par contre, ce passage-là, on peut l'utiliser à toutes les sauces si on veut. 16,86% pour Jean-Marie Le Pen. Bon, qui dit piscine dit flotte dit gremlins mouillé, qui dit gremlins mouillé dit gremlins x5. Sauf que là, il a plongé tout entier dans la piscine.
Donc, Gremlins x5 multiplié par le volume moyen d'une piscine olympique, à savoir 14 mètres cubes, plus l'âge du capitaine avec la racine carrée, ça fait plein. Les Gremlins se retrouvent à plusieurs centaines et foutent un sacré bordel dans la ville. Et vas-y que je t'écrase les gens à coups de chasse-neige, que je mets tous les feux au vert, que je mange les mains des gens qui postent des lettres, et ils butent même la vieille mégère en lui mettant un kit noce sur son fauteuil. Et accessoirement, il coupe les câbles de frein d'une voiture de police. Police qui au passage ne fait absolument rien, hein, que ce soit quand Billy leur ramène Gizmo pour leur expliquer le problème, ou carrément quand un mec se fait attaquer devant eux par les Gremlins. On retrouve ensuite les Gremlins dans le bar où travaille Kate le soir pour arrondir ses fins de mois, ce qui nous permet de vivre des moments absolument what the fuckesques dans la mesure où les Gremlins se prennent pour des Looney Tunes. Kate s'échappe en utilisant le flash d'un appareil photo puisqu'elle comprend que les Gremlins sont sensibles à la lumière. Par le pouvoir, Lincoln, meurs, petite créature communiste! Et elle retrouve ensuite Billy et ils se cachent tous les deux dans un bâtiment où Kate explique pourquoi elle déteste Noël. Les pompiers sont passés par le haut de la cheminée. Et maman et moi, on pensait les voir ramener un chat ou un oiseau mort. Au lieu de ça, ils ont ramené mon père. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël. Il avait les bras encombrés de cadeaux. Il a glissé et s'est brisé la nuque. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. Sur le coup. Bah oui, il s'est brisé la nuque et il est mort sur le coup. Kate et Billy font exploser le cinéma de la ville dans lequel les Gremlins se sont fait une toile, seulement il reste encore et toujours la mèche. Alors ils partent à sa recherche dans un magasin qui se trouve juste à côté du cinéma, et là, il en fait voir de toutes les couleurs à Billy. Heureusement qu'il y a la lumière. Ils sont super dangereux ces enfoirés quand même. Et là, manque de bol, la mèche trouve une fontaine. Il fout le doigt dedans et commence à se multiplier. C'est relativement dégueulasse. Mais heureusement, Gizmo débarque dans une petite voiture, ouvre un volet pour faire entrer la lumière, faisant fondre la mèche dont il ne reste qu'une bouillasse dégueulasse. De retour chez eux, les Pelzer sont surpris par le vieux chinois qui est venu reprendre Gizmo. Je vous avais prévenu. Avec le Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Faites avec Mogwai ce que votre société a fait avec tous les dons que la nature lui a offerts. Vous ne comprenez pas. Y aurait pas une critique de la société, là? Au final, le vieux chinois repart après que Gizmo ait dit adieu à Billy. Bah quoi, c'est mignon, non? Peut-être bien. Ah, puis il dit maman, au revoir au chien. Oh, mais ça va, non? Ah oui, mais... J'adore Gremlins. Et je me rends compte que c'est le plus vieux film que j'ai testé pour l'instant dans Monstres de Film. Ouais, 1984, ça commence à faire. Mais le film reste encore un classique et survit plutôt bien au temps, je trouve. L'idée du film vient de loin. En 1984, Chris Columbus, futur réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, de Madame Doubtfire et d'Harry Potter, écrit le scénario d'un film d'horreur appelé Gremlins, qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Roald Dahl que j'ai cité un peu plus tôt, à part évidemment le titre. Et c'est là que Tonton Spielberg entre en scène. Steven Spielberg proposa Joe Dante pour réaliser Gremlins. Il avait apprécié son travail sur Piranha, un plagiat des Dents de la Mer produit par Roger Corman, et Hurlement, un film de loup-garou. Pas besoin de vous dire quelle a été la réponse de Dante. Sachez qu'à la base, le film devait être vachement plus violent et sombre que ça. Par exemple, les Gremlins décapitaient la mère de Billy. Ils bouffaient son chien. Et ils tuaient même des gens dans un McDonald's. C'est pas mal, hein?
Mais tonton Spielberg est passé par là et a proposé que le film soit porté plus sur le comique effrayant, un genre plus en vogue à l'époque que le gore. D'ailleurs, Gizmo devait être à la base le chef à la mèche. Seulement Spielberg a senti le pouvoir de merchandising de Gizmo et a demandé à ce qu'il reste comme ça. Il est fort ce Steven. Pour la petite histoire, Gremlins a posé beaucoup de problèmes à la Motion Pictures Association of America, qui est chargée de classifier les films et de leur donner des restrictions d'âge. À l'époque, aux États-Unis, il n'existait que 3 classifications. J, qui signifie tout public, PG, qui est l'équivalent du moins de 10 ans chez nous, et le R, qui signifie interdit au moins de 17 ans, l'équivalent du moins de 16 ans chez nous. Seulement, Gremlins était pas assez violent pour être interdit au moins de 17 ans, et était un peu trop violent pour être interdit au moins de 10 ans. Et comme à la même époque, il y a Indiana Jones et le Temple Maudit qui avaient le même problème, à savoir qu'il était violent, mais pas trop, ils ont décidé de créer le PG-13, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans, l'équivalent de moins de 12 ans à l'heure actuelle. Malgré le temps, le scénario reste original et les personnages sont hauts en couleur et attachants. Le père de Billy qui est un inventeur de trucs qui marchent pas, la mère qui se la joue Rambo avec les Gremlins, l'ancien combattant conducteur de chasse-neige qui se murge la tronche, ou encore la mère d'Eagle qui martyrise tout le monde. En plus de ça, le film est ultra référencé. Dante est un cinéphile et ça se voit. On peut voir Blanche-Neige et les 7 nains pour plaire à sa belle avec Clark Gable qui permettra d'ailleurs à Gizmo de se taper un petit délire à la fin du film, ou encore Orphée de Jean Cocteau avec Jean Marais. On y voit même un passage de l'Invasion des profanateurs, un film où des extraterrestres fabriquent des copies d'humains dans des cosses semblables à celles des Gremlins. Mais c'est pas tout. On peut aussi voir Robbie le robot du film Planète Interdite, la machine à remonter le temps tirée du film de 1960, et on voit même Steven Spielberg et le compositeur Jerry Goldsmith apparaître à l'écran. D'ailleurs, au sujet de Spielberg, il y a plein de petites références cachées, comme par exemple la peluche E.T. qu'on voit vers la fin, et surtout les 2 titres de films qui sont inscrits sur la devanture du cinéma, et qui étaient les titres provisoires de Rencontre du troisième type et E.T. Le film est produit par Spielberg, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les Gremlins sont flippants, mais ils sont aussi drôles et belliqueux. La scène du bar est un délire comme il y en a dans les films des Z à Z. Les mecs qui ont fait les Y a-t-il un pilote, les Y a-t-il un flic et les Hot Shots. Il y a un paquet de scènes qui sont vraiment énormes et super drôles. Dans un autre registre, l'amourette entre Billy et Kate est amenée gentiment et sans trop de guimauve. Et d'ailleurs, même la morale du film va plus loin qu'on ne le pense. A priori, ce que dit le vieux chinois à la fin du film a été mal perçu par les critiques de l'époque. En fait, ils comprenaient pas trop où Dante voulait en venir. Mais maintenant que le temps est passé, la phrase trouve vraiment son sens. Le Mogwai représente la nature, le monde que l'homme n'a pas su traiter correctement et qui lui rend lourdement la monnaie de sa pièce. Il y a aussi tout ce mystère autour d'eux qui laisse perplexe. D'où viennent les Mogwai? Pourquoi ces 3 règles? Et s'ils sont si dangereux, pourquoi on les trouve dans un magasin là où on peut les acheter? Peut-être pour dire que c'est pas parce que c'est sous notre nez et qu'on peut l'acheter qu'on peut s'en occuper avec responsabilité. Comme pour Alien vs Predator, il y a eu une novélisation du film. Et là-dedans, ils expliquent d'où viennent les Mogwai. En fait, c'est très simple. Les Mogwai ont été créés par une entité extraterrestre qui a décidé de les envoyer sur toutes les planètes habitées pour apporter la paix. Seulement, il y a un défaut de conception, quoi. C'est que le géniteur de base, du coup, il est gentil. Mais par contre, ces rejetons, c'est des salopards qui décident de tout détruire. Alors, on a toujours envie de savoir la provenance des monstres dans les films? Des fois, c'est mieux de pas savoir. Par contre, du coup, je sais pas si c'est parce que c'est un film que je connais depuis tout petit et que j'adore, mais en fait, je trouve pas grand-chose à dire comme défaut sur la narration ou sur le scénar. Franchement, je trouve que ce film, il est trop bien. Par contre, il a vieilli. Et ça se voit qu'il a vieilli. On est en 1984. Et à cette époque-là, les effets spéciaux, c'est de la stop motion. Eh, dis donc, Jamie, c'est quoi de la stop... Non, mais ça, on l'a fait dans l'épisode d'avant. Bon, c'est quoi de la stop motion? La technique de la stop motion, reconnaissable par son aspect saccadé à l'écran, fut inventée au début du XXe siècle. Le procédé consiste à filmer mouvement après mouvement un objet dans un décor fixe. 24 images nécessitant 1 seconde de film, la vitesse internationale étant de 24 images secondes. La stop motion fut popularisée par le grand spécialiste américain des effets spéciaux Willis O'Brien, qui s'en servit pour faire les créatures du monde perdu de 1925 et de King Kong en 1933. Ce fut ensuite le gigantesque Ray Harryhausen, qui fut le disciple de Willis O'Brien, qui fit de cette technique un art en l'utilisant dans des films comme Jason et les Argonautes, La vallée de Gwangi, 1 million d'années avant Jésus-Christ, et Le choc des titans, le dernier film sur lequel il travailla en 1981. Phil Tippett reprit ensuite le flambeau en créant la Go Motion, reprenant le principe de stop motion et rajoutant un flou naturel à l'image, dans un paquet de films comme Star Wars et Robocop.
Mais au fil du temps, la stop motion fut remplacée par l'imagerie 3D, qui vit arriver un nouveau genre de créature plus réelle, mais néanmoins plus cher à animer. Bon, revenons à nos Gremlins. La technique employée à l'époque pour animer les Gremlins fut le mélange d'animatronique et de stop motion. Pour l'époque, les effets spéciaux de Gremlins sont un vrai tour de force. Sur certains plans, on voit un paquet d'animatroniques en même temps qui vivent, bougent et interagissent entre eux. Et pour certains plans de stop motion, comme celui où les Gremlins envahissent la ville, il y a un paquet de petites bébêtes à animer d'un coup. Quand on sait qu'une seconde de stop motion peut représenter plusieurs heures, voire plusieurs jours de travail, c'est franchement ouf. Les expressions faciales des animatroniques sont vraiment chouettes. Ils peuvent rire, froncer les sourcils ou même faire la moue, ce qui leur donne un côté humain qui fait vraiment froid dans le dos. Après, il y a certains effets assez vieillots, comme l'effet d'accélération par exemple. Bon, c'est une vieille technique, hein, ça fait de mal à personne. Mais quand on voit ça avec l'œil de maintenant, ça fait un peu kitsch quand même. Après, attention, la stop motion, ça peut paraître vraiment vieillot, et on peut avoir du mal à garder son sérieux devant ça. Surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de savoir quel chemin il y a eu entre ça et ça. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, sachez que la stop motion est encore employée au cinéma à l'heure actuelle. La musique du film est signée Jerry Goldsmith. Alors j'ai déjà parlé de lui dans l'épisode sur la momie, mais j'en mets vite fait une petite couche en disant qu'il a fait la bande originale d'Alien de Ridley Scott et de Basic Instinct de Paul Verhoeven. Sa musique est un drôle de mélange entre des instruments conventionnels et du synthé. Le morceau le plus connu de la partition de Gremlins, c'est le magnifique thème qui reprend le fredonnement de Gizmo dans le film. Mais il a aussi composé un thème d'où ressort la malice et le côté espiègle des Gremlins, et que franchement je me lasse pas d'écouter. Au niveau de la mise en scène, on est un peu à l'opposé de films comme Alien vs Predator ou Lake Placid. Alors que pour ces films soi-disant effrayants, on a un éclairage qui est trop propre et trop clair, Gremlins jouit d'une ambiance et d'un éclairage assez sombre. Et évidemment parce que les Gremlins meurent à la lumière du jour, mais du coup la nuit sert bien l'esthétique du film et sa narration. Lorsque Gizmo arrive, comme il faut baisser la lumière, le côté sombre donne un aspect mystérieux qui s'ajoute au fait qu'on sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Mais une fois qu'on connaît Gizmo, le film redevient lumineux. Sauf qu'à partir du moment où les nouveaux Mogwai arrivent, l'ensemble s'assombrit et laisse inconsciemment place à un malaise qui va vite devenir un frisson. Et il y a aussi les 10 petites minutes de suggestion pour ne pas montrer les Mogwai une fois qu'ils sont transformés. Ça fait toujours son petit effet. Et les faire parler, c'est vraiment une idée originale. Parce que du coup, quand ils sont Mogwai, ils sont mignons. Par contre, quand ils sont Gremlins, là, ça fait flipper. Et puis, c'est plutôt stylé le fait qu'ils sachent ce que c'est, par exemple, qu'un pistolet ou une fontaine. Et puis, bah, la manière dont ils disent glouglou, moi, ça me fait rire. Tous les acteurs du film sont vraiment bons. Et non seulement leurs personnages sont bien écrits, mais en plus, ils leur donnent une bonne consistance. Les carrières des acteurs de ce film sont très éclectiques. Alors, je sais que ça va pas trop parler aux plus jeunes, parce que je vais vous citer des films qui commencent à dater, mais ça va peut-être vous donner envie de les voir, qui sait. Zach Galligan, à part Gremlins et Gremlins 2, n'a joué que dans des épisodes de séries télé, jusque dans le milieu des années 2000. Maintenant, il fait plus rien. Voilà, ça c'est fait. Phoebe Cates a fait quelques téléfilms ou séries, mais rien de bien transcendant. Ah si, quand elle était jeune, elle a joué dans un film où elle était toute nue. Au cas où ça intéresserait du monde. Pour Hoyt Axton, qui était un chanteur de country réputé aux États-Unis, il a joué dans pas mal de séries et dans pas mal de téléfilms. Non mais sérieusement, y a pas un acteur ou une actrice qui a fait autre chose que des téléfilms et des séries après Gremlins? Tourne la page. Ah ouais. Dick Miller, un habitué des seconds rôles et des films de Joe Dante. Il apparaît dans quasiment tous ses films, mais aussi dans le premier Terminator, et il a même joué pour Spielberg dans 1941. C'est marrant, n'empêche de se dire que ce mec a joué dans un film de Spielberg, mais que un an auparavant, il a joué dans un film qui était une copie d'un film de Spielberg. Roger Corman, il avait pas déjà fait un film qui copiait Spielberg? Tiens. Ouais, bon, les autres acteurs. On retrouve aussi Judge Reynolds, qui a joué dans la trilogie du flic de Beverly Hills. Il y a aussi Jackie Joseph, qui a joué dans Small Soldiers de Joe Dante, et dans Police Academy, où elle joue la belle-mère de Tackleberry. Et Keye Luke, qui a joué dans un nombre incalculable de films asiatiques, et dans la série Kung Fu avec David Carradine. Si je devais conclure, je dirais que, pour les plus jeunes d'entre vous, vous devez voir Gremlins. Pour moi, c'est le genre de film qui représente toute une manière de faire dans le cinéma. Parce que certes, il y a des effets
qu'on pourrait appeler les effets numériques de l'époque, avec la stop motion. Mais il y a aussi l'utilisation d'animatronique, il y a aussi une narration spécifique. Et c'est quelque chose qui, je pense, a servi pour beaucoup de films par la suite. Je pense vraiment que ce film-là doit être vu pour ce qu'il est, mais aussi pour tout ce qu'il a engendré derrière. Voilà, c'était mon histoire. Alors si à l'avenir on vous propose de regarder un vieux film, mais que vous n'êtes pas chaud parce que vous préférez les films d'aujourd'hui, dites-vous bien que vous raterez peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le cinéma et sur ce qui fait sa richesse. Parce que pour savoir où va le cinéma, il faut savoir d'où il vient.